Donc si vous êtes là aujourd'hui, c'est surtout parce que vous en avez assez de cette politique de lutte contre cette crise sanitaire, en fait, que nous appelons, nous, la coronafolie, parce que véritablement, on nous prend pour des imbéciles. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est tout simplement parce que vous dites non, il faut qu'on nous rende nos libertés, toutes celles qu'on nous a prises là depuis maintenant pratiquement un an. Ça va faire un an qu'on nous enlève de plus en plus de liberté en tous sens par le confinement, le couvre-feu, les mesures spécifiques, les attestations, auto-attestations. Enfin, on n'a jamais vu ça. Il n'y a que la France et la Grèce d'ailleurs pour faire des auto-attestations. Ça veut dire qu'on s'autorise nous-mêmes à sortir qu'une heure par jour pendant le moment où il y avait ce confinement. Donc c'est totalement stupide, c'est privatif de liberté. Et si vous êtes là, c'est pour dire aussi non, un virus ne doit pas servir de prétexte pour nous retirer des libertés. Le gouvernement s'appuie sur l'avis des médecins, j'appelle les médecins de plateau naturellement, tous ceux qui nous disent à tout bout de champ qu'il faut fermer, qu'il faut tout confiner, qu'il faut vite nous enfermer. On dirait ces médecins des gens qui sont assoiffés de pouvoir. Ils font monter la peur, ils font monter l'anxiété, ils font monter le stress. Et rappelez-vous ce que disait le professeur Raoult. Il l'a dit il y a très longtemps, il avait raison. Il disait « on devient fou ». Et effectivement, on devient fou. En fait, je ne dirais pas « on », ils deviennent fous. Alors cette peur, naturellement, elle est là aussi pour asseoir leur pouvoir. Ils ne supportent pas, ils ne supportent plus que ce pouvoir leur soit retiré et ils font tout pour que le gouvernement, en fait, les écoute et c'est ce qui a été fait jusqu'à présent. Alors ils saisissent la moindre opportunité pour asseoir leur pouvoir, pour le garder. En fait, un jour, c'est le variant britannique. Un autre jour, c'est le variant sud-africain. C'est le variant brésilien. À ce rythme-là, ils vont faire le tour du monde, hein, croyez-le bien. Et puis, il y a quand même des gens qui nous ont demandé, à fermer les écoles pendant 2 mois. Vous rendez-vous compte? Fermer les écoles. C'est toute l'instruction qui s'en va. Des enfants qui sont en grande difficulté. Des gens qui ont demandé, je pense notamment à Catherine Hill, que vous voyez à la télévision. Je pense à Gilbert Deray, que vous voyez à la télévision, qui nous ont dit il faut aller vers une stratégie zéro Covid comme en Chine. Mais vous rendez-vous compte ce que c'est en Chine? En Chine, ça veut dire qu'on vous surveille, on vous traque par téléphone. Dès que vous avez simplement le pied dehors, c'est direction casse-prison. C'est ça. Et en fait, ces gens veulent éradiquer donc le virus de cette façon-là. C'est tout à fait incohérent, c'est irrationnel, ça n'a plus rien de scientifique. Il nous disait même, rappelez-vous, avant Noël, il nous disait il faut tout fermer, il faut un confinement dur, il faut un confinement strict, il faut un confinement serré. C'était leurs mots, je reprends leurs mots, avant Noël. Ça veut dire que si on les avait écoutés, depuis 2 mois, nous serions enfermés depuis 2 mois, alors que le nombre de cas n'a pas augmenté. Mieux, nous savons maintenant que dans le monde entier, l'épidémie régresse. Le pic dans le monde entier, c'était le 12 janvier. Le 12 janvier, vous aviez 800 000 contaminations dans le monde. Actuellement, on est descendu à 450 000 environ. C'est-à-dire qu'on a baissé entre le 12 janvier et maintenant de moitié. Mais on peut citer des exemples très précis. Par exemple, aux États-Unis, on est passé de 250 000 cas de contamination par jour à 100 000. De 250 000 à 100 000. En Inde, alors là c'est encore plus spectaculaire parce que là le pic en Inde c'était en septembre. En Inde, le nombre de morts a été divisé par 10. 10. On est passé de 1000 morts par jour à 100. Dans un pays, je rappelle, qui compte quasiment 1,4 milliard d'habitants. Au Japon, où là le confinement est anticonstitutionnel. Anticonstitutionnel le confinement. Le nombre de nouveaux cas divisé par 4. En Afrique du Sud, en Afrique du Sud avec le fameux variant sud-africain, eh bien, le nombre de nouveaux cas divisé par 6. Ça, ce sont des chiffres transmis par l'OMS. Ils ne sont pas contestables. Donc,
En Afrique du Sud, avec le variant sud-africain, le nombre de cas a été divisé par 6. En Europe, c'est vrai, la baisse, elle est plus contrastée. Et le pays où ça baisse le moins, c'est la France. Il y a quand même des questions à se poser. Alors ça baisse. Alors le Portugal, on va y venir. Le Portugal et la Grande-Bretagne, ce sont les deux pays qui étaient le plus impactés à Noël. Souvenez-vous, c'était la catastrophe. Eh bien, au Portugal, le Portugal et la Grande-Bretagne, ils respirent beaucoup mieux, puisqu'au Portugal, le nombre de nouveaux cas a été divisé par 4. En Grande-Bretagne, le nombre de cas avec le variant anglais divisé par 4 également. Et en Grande-Bretagne, on nous a dit qu'on vaccine énormément, donc ça pourrait être dû à ça. Ben, les épidémiologistes nous disent que non, ça ne peut pas être dû à la vaccination parce qu'il est encore trop tôt pour avoir des résultats. Et donc le nombre est divisé par 4. En Allemagne, les chiffres baissent également. Mais là, Angela Merkel joue la prudence absolue. Elle a décidé de laisser les écoles, les commerces, les restaurants fermés jusqu'au 7 mars. Elle craint, elle a peur des virus brésiliens et sud-africains. Alors, un pays dans le monde qui est un paradoxe, c'est Israël. Israël, c'est le champion de la contamination, de la vaccination, pardon, champion de la vaccination. Et là, l'épidémie ne recule pas. 69% de personnes en Israël ont reçu une première dose de vaccin. Le confinement est l'un des plus stricts au monde. Les frontières sont fermées et pourtant la contamination ne recule pas. En fait, on le voit bien, hormis ce paradoxe, dans tous les pays du monde, quelles que soient les mesures prises, la contamination recule. L'épidémie recule, il y a un reflux net qui est... Tous les médecins maintenant en sont conscients, à tel point que d'ailleurs hier, il y avait un article dans Le Parisien avec 4 experts scientifiques, dont Catherine Hill, et que nous disaient ces experts hier, bien on ne comprend pas, on ne s'explique pas cette baisse. Ils n'arrivent pas à comprendre, ils n'arrivent pas à s'expliquer. Alors l'un nous dit, oh ben c'est peut-être l'effet du couvre-feu. Tout le monde le conteste. Un autre nous dit, mais c'est le fait d'avoir pensé confinement qui peut avoir fait changer le comportement des Français. En fait, des explications ubuesques. Donc en fait, c'est 4 spécialistes, dont Catherine Hill. Rappelez-vous Catherine Hill, il y a une semaine, pas plus, elle nous montrait à la télévision des graphiques avec une courbe en hausse exponentielle. Hein. Elle nous avait montré une courbe où donc c'était presque un plateau, et puis elle disait ça va grimper, 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 on ne va plus l'arrêter. Bon, Catherine Hill a fait cet article hier dans Le Parisien, c'est tout récent, hein, et elle ne comprend pas. Alors, vous avez d'autres médecins quand même qui réfléchissent un petit peu. Et vous avez le docteur Gérald Kiersek, qu'on voit moins à la télévision, parce que lui, forcément, il a un discours un peu différent. Et lui, il nous explique qu'en France, on ne soigne pas une épidémie de malades, mais on soigne une épidémie de tests, on soigne une épidémie de chiffres, une épidémie de projections. Il dit, on ne sait pas ce qu'on mesure. Alors, il dit, on ne sait pas si ce sont des malades, on ne sait pas si ce sont d'anciens malades, on ne sait pas si ce sont des personnes qui ont encore du virus au fond de la gorge, parce qu'ils ont été contaminés il y a 3 mois. Si ce sont des nouvelles contaminations ou non, ça, on ne le sait pas, on évalue avec de mauvais critères. Et donc, dit-il, eh bien, le seul critère qu'on ait, c'est tout simplement le critère des 3000 lits de réanimation. Alors, il nous dit, si chaque année en France, on prenait ce critère de 3000 lits de réanimation, eh bien depuis 15 années, on devrait être confiné tous les ans. Parce que tous les ans, vous avez les reportages, hein, les reportages à la télévision sont les mêmes chaque année, c'est un marronnier. Chaque année, vous avez les mêmes reportages à la télévision qui nous montrent des brancards dans les couloirs. Vous les avez vus, hein, ces reportages, vous les retrouvez sur Internet, vous les retrouvez partout. Donc chaque année, vous avez donc des brancards dans les couloirs parce que les services d'urgence, de réanimation sont débordés par la grippe, par des pneumonies, par toutes sortes de maladies en hiver. Et donc, ce médecin, c'est un médecin qui le dit, et ce médecin nous dit, si on ne s'en tient qu'à ces critères, pourquoi on n'a pas depuis 15 ans
augmenter le nombre de lits de réanimation, mais mieux même, on continue de les fermer. Et en 2021, nous avons encore actuellement des lits d'hôpitaux, des lits de réanimation qui sont fermés. Ça, c'est confirmé par tous les médecins qui passent à la télévision. L'autre jour, nous avions un professeur de l'hôpital Bichat, je crois, à Paris, qui confirmait qu'encore actuellement, en 2021, on ferme des lits. On nous dit qu'on fait la politique du pire. Ce médecin nous dit on fait la politique du pire. Effectivement, et nous avons le spécialiste Martin Blachier, dont on se méfie parce que c'est vrai qu'il nous a dit beaucoup de choses et son contraire, qui là nous dit actuellement ces médecins sont en train d'expliquer un tas de choses, mais sans avoir lu les études spécifiques qui vont avec. Et il prend l'exemple des cinémas, des théâtres, des musées, où là tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord sur ce fait. Ces musées, ces cinémas, ces théâtres ne sont pas des lieux de contamination. Tous les spécialistes sont d'accord pour le dire. Alors pourquoi ne les rouvre-t-on pas? On nous dit, bien parce que ce sont des lieux en fait où on aurait des gens qui viendraient faire la queue pour acheter leurs billets, pour entrer dans la salle, etc. Et mais quelle différence, nous disent certains, quelle différence avec la queue que vous faites à la caisse du supermarché, de l'hypermarché? Et puis on nous dit, ben oui, mais ça ferait des déplacements supplémentaires. Et donc risque de contamination. Soit. Mais alors, ces mêmes spécialistes nous disent que les métros bondés, les RER bondés, les bus bondés ne sont pas des lieux de contamination. Allez comprendre. Allez comprendre. Le couvre-feu, il est bien pratique. Parce qu'il nous empêche également d'avoir une liberté de déplacement. Il nous empêche aussi d'avoir la liberté d'organiser des élections quand on le souhaite. La preuve avec les élections départementales et régionales qui sont reportées. Il nous permet également donc, quand ces élections auront lieu, de ne pas faire campagne, puisque vous ne pourrez pas vous réunir, vous ne pourrez pas avoir de meeting, vous ne pourrez pas avoir de salles dans lesquelles vous réunirez un nombre de personnes pour faire campagne. Donc c'est très pratique. Mais il ne faut pas non plus être dupe, parce que ça sert également, ce confinement, déconfinement, couvre-feu, mesures liberticides, ça sert également à faire passer tout un tas de projets en douce, parce que quand un peuple est apeuré, eh bien écoutez, il ne pense qu'à sa santé, il ne pense qu'à sa survie, et il ne pense plus au reste. Et le reste, c'est quoi? Eh bien, c'est qu'actuellement, on nous dit, ce qui est formidable, puisque l'industrie est quasiment détruite, on nous dit, c'est simple, pour remonter l'économie, on va avoir un plan de relance européen, et la France va toucher 39 milliards. Rappelez-vous, Emmanuel Macron, le 21 juillet à la télévision, qui nous disait on a obtenu 39-40 milliards, bon il a arrondi à 40 milliards, un plan de relance formidable, et nous disait-il, il nous assurait que les pays seraient souverains pour justement faire ce qu'elles veulent avec cet argent. Il suffisait de lire les textes pour savoir que c'était faux. Et là, récemment, le 10 février, c'était il y a 3 jours, un règlement au Parlement européen a fixé les règles d'utilisation de cet argent. D'abord, on ne nous a pas dit que ces 39 milliards, ils étaient en fait 39 milliards qu'on touche, mais que la France s'est engagée pour rembourser 80 milliards, parce que nous sommes contributeurs nets. Ça, on ne nous l'a pas dit. On ne nous a pas dit non plus que ce plan de relance, en fait, il était conditionné à des réformes structurelles imposées par l'Union européenne. Et là, effectivement, les pays ont jusqu'au 30 avril pour rendre leur copie à la Commission européenne, qui va donner ou non son aval et qui permettra ensuite de débloquer les fonds. Mais attention, débloquer les fonds jusqu'en 2023. Ça veut dire qu'on va toucher en 2021 13% de la somme qui nous est promise. 13% de 39 milliards, ça nous fait 5 milliards. Or, on a une crise, on a une urgence. Et voilà ce fameux plan de relance qu'on nous a vanté, en fait. Et puis,
c'est aussi l'imposition de réformes structurelles. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on appelle réformes structurelles? Ben, ce sont des réformes en fait qui visent à réduire les coûts de fonctionnement des services publics, par exemple, et donc à faire disparaître des services publics. Ce sont des réformes qu'on nous impose, telles que la réforme des retraites. La réforme des retraites avait été commencée et abandonnée en mars 2020 pour cause d'épidémie. Et là, on est vraiment pressé de la reprendre, à tel point que, pour ceux qui en douteraient encore, l'Allemagne est un peu en avance sur nous. L'Allemagne a déjà rempli sa copie et l'a rendue déjà à la Commission européenne pour justement dire voilà, nous rendons notre copie pour pouvoir utiliser nos fonds. Eh bien, la Commission européenne a retoqué la copie de l'Allemagne parce que on lui impose aussi une réforme des retraites et on lui dit vous faites trop d'investissements par rapport aux réformes structurelles. Trop d'investissements, ça veut dire qu'en fait, vous tuez l'économie quand vous faites ça. Donc, pour tous ceux qui pensent que nous sommes sauvés parce que nous aurons ce plan de relance, eh bien non. C'est pour ça que nous devons lutter. Et nous devons lutter contre cette Union européenne en fait qui va nous asphyxier. Cette Union européenne, elle est actuellement aux abois. Elle a commis toutes les erreurs qu'on pouvait faire. Rappelez-vous pour les commandes de masques, mais vous aviez aussi les commandes de vaccins. Vous avez aussi maintenant les députés européens qui se plaignent parce qu'ils ont demandé à voir les contrats passés avec les laboratoires qui ont fourni les vaccins. On leur a montré 3 contrats, les autres ne veulent pas, 3 contrats, mais dans lesquels ont été rayées les sommes, les modalités des contrats, les dates de livraison. Tout a été caché. En fait, c'est une escroquerie monumentale. Et donc nous devons lutter parce que cette Union européenne va nous imposer des réformes maintenant qui vont nous coûter encore plus cher ensuite. Voilà pourquoi nous disons nous devons profiter de cette crise actuellement pour lutter contre cette Union européenne, mais aussi pour imposer d'autres façons de faire. Nous avons récemment, si je reviens à l'épidémie, l'Institut Pasteur de Lille qui a sorti une étude récemment en disant voilà, nous avons un médicament qui permettrait de limiter les dégâts, donc en fait à prendre en début de maladie, et qui permettrait donc d'éviter les cas graves et donc les hospitalisations, les réanimations, dans beaucoup de cas avec un résultat qui est très probant. Cet Institut Pasteur a été aidé en partie par la région des Hauts-de-France, à raison de 800 000 €, et puis surtout par le groupe LVMH. LVMH qui a mis, alors là, une somme importante, donc un groupe privé. Là récemment, quand je dis récemment, c'était la semaine dernière, hein, c'est pas vieux, l'Institut Pasteur de Lille veut commercialiser son médicament. Alors naturellement, c'est un médicament qui ne coûte pas cher parce qu'on fait appel à des molécules qui sont connues, qui sont anciennes, et donc ça ne rapporte pas énormément. Donc cet Institut Pasteur de Lille, ici, donc a réclamé, a demandé si on pouvait l'aider financièrement, donc des crédits, pour commercialiser, c'est-à-dire que pour qu'à partir de mars, on puisse avoir sur le marché ce traitement. Eh bien, tout ça a été refusé. Et on peut se poser des questions. Pourquoi est-ce qu'on n'aide pas les laboratoires ou les instituts comme l'Institut Pasteur de Lille qui veulent nous aider par un traitement préventif ou un traitement en début de maladie? La question se pose. Alors, on peut penser que naturellement, probablement, que ça ne rapporte pas assez. Hein. On sait que les laboratoires, genre Pfizer, ont fait d'énormes bénéfices. Hein, si on prend Sanofi, par exemple, qui n'a pas réussi à sortir de vaccin, il a quand même réussi à donner 4 milliards de dividendes à ses actionnaires. Et puis donc à licencier aussi 400 personnes de développement et de recherche, ce qui est un grand scandale tout de même. Donc voilà, mesdames et messieurs, la situation telle qu'elle est, et c'est pour cela donc que nous devons lutter pour réouvrir tout ce qui peut l'être, parce qu'on peut réouvrir dans différents pays où il n'y a pas eu de confinement, les résultats sont parfois meilleurs ou identiques à ceux
des pays où il y a eu confinement. Donc il y a une vie propre au virus. Nous devons lutter donc pour cela. Nous devons lutter pour le rétablissement de nos libertés qui ont été mises à mal depuis 1 an maintenant et qui ne sont pas prêtes, à mon avis, d'être remises à flot si on ne lutte pas. Et puis, nous devons aussi lutter contre cette Union européenne qui nous prive de moyens considérables et qui nous impose en fait ses choix, notamment pour les masques, pour les vaccins, mais aussi pour tout ce qui est réforme, etc., et qui va nous poser d'énormes problèmes. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite donc une bonne journée.